discuter de cette thématique, Maître Merveille Sebert. Elle est avocate au barreau de Lyon. J'accueille aussi pour vous Monsieur Luc Ahmed Adiba. Il est juriste de formation. Merci de l'ovation. À sa suite, j'accueille Monsieur Charlemagne Dabedji. Il est maître de conférence en droit privé à l'Université Jean Moulin Lyon. Et derrière cet écran, vous avez avec nous Monsieur Faouzan Ado. Il est assistant de service social et manager des établissements sanitaires. C'est avec ce panel que nous allons discuter. Alors, sans plus tarder, et pour entrer dans le vif du sujet, je vais interroger en premier lieu Madame Sebert, qui nous dira déjà quelles sont les conditions requises pour la garde alternée en France. Quand on parle de garde alternée, quelles sont les conditions requises? Oui, excuse-moi, même avant de quelqu'un à ta question, bon, pour commencer, moi j'ai une toute petite question technique qui concerne les gens du barreau. Pour commencer, donc Maître Sebert, avant de commencer, j'aimerais savoir quel est le rôle du JAF. Et deuxième question, pourquoi a-t-on plus de JAF femmes que de JAF hommes, c'est-à-dire 3 fois plus? Est-ce que ce n'est pas déjà biaisé sur un jugement? Je vous écoute. Donc, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. C'est un honneur de partager avec vous mon quotidien professionnel. Donc, pour répondre à la question, la première question, c'est quel est le rôle du juge aux affaires familiales? Le juge aux affaires familiales, il porte bien son nom. C'est le juge qui s'occupe de toutes les situations familiales. C'est le juge qu'on ira voir pour toutes les problématiques matrimoniales, c'est-à-dire toutes les problématiques de divorce, toutes les problématiques de concubinage. On se sépare suite à un concubinage et donc on veut aller voir le juge pour discuter de notre patrimoine. C'est également ce même juge qu'on ira voir quand il y a une difficulté qui concerne l'exercice de l'autorité parentale. C'est-à-dire, je vais essayer de vulgariser, de ne pas employer trop de termes juridiques pour que tout le monde puisse comprendre. L'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire en tant que parent, quel parent, suite à une séparation, a le droit de prendre des décisions par rapport à l'enfant. Le juge aux affaires familiales, c'est ce juge qui s'occupe de la famille une fois qu'elle est constituée. On n'ira pas voir un juge aux affaires familiales pour une problématique d'adoption ou pour une problématique de filiation. C'est véritablement une fois que la famille a été constituée, et la famille est constituée une fois qu'on a un enfant. Et donc, c'est le juge de la famille. La deuxième question, pourquoi il y a plus de femmes au sein des juridictions ou en termes de juges aux affaires familiales? Les juges aux affaires familiales. Alors, cette question, c'est une question qui revient souvent, qui m'a beaucoup fait sourire parce que moi, en allant au tribunal tous les jours, je n'ai pas l'impression de voir plus de femmes juges aux affaires familiales. Ce que je vois tous les jours, effectivement, il y a plus de femmes qui sont juges, mais pas spécifiquement plus de femmes juges aux affaires familiales. La première réponse que je vous donnerai, pourquoi il y a plus de femmes en tant que juge? Parce que la déesse de la justice, c'est une femme, c'est Thémis. Déjà la première réponse que je vous donnerai. Ensuite, la deuxième réponse que je vous donnerai, on s'est battu longuement en disant les femmes ne sont pas assez représentées dans notre société. Petit à petit, il y a une représentation massive des femmes dans le monde juridique. Puis, vers 2003, on s'est aperçu que 81% des élèves de l'École nationale de la magistrature sont des femmes. Donc, le calcul est vite fait. Il reste 19% qui sont des hommes. Une fois que ces 81% de femmes qui sont juges sortent, il faut bien les affecter quelque part. Et il n'y a pas que des juges aux affaires familiales.
Il y a les juges des enfants, il y a les juges de tutelle, il y a les juges des loyers. Donc, la représentation, la surreprésentation, le sentiment d'avoir trop de femmes qui sont des juges aux affaires familiales vient tout simplement du fait qu'il y a beaucoup de femmes en tant que magistrats. Et comme il y a peu d'hommes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de juges aux affaires familiales. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Madame Survette. Nous allons continuer à entrer dans le vif du sujet. Je vais donc aller vers Monsieur Arbel-Luc Adiba pour chercher à comprendre quelle est l'appréhension du citoyen lambda. Quelle appréhension le citoyen lambda peut se faire de la résidence alternée, que ce soit en France ou au Bénin. Quand on dit résidence alternée, le citoyen lambda qui est dans un coin à Glolaba ou dans un coin à Bukumbe ou à Natitengu, quand on lui parle de résidence alternée, qu'est-ce qu'il peut comprendre, qu'est-ce qu'il peut en déduire? Merci. D'accord, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver cet après-midi pour discuter et pour échanger sur le sujet. Je disais que c'est un honneur pour moi de me retrouver cet après-midi pour échanger sur un sujet qui est quand même d'une actualité brûlante parce que beaucoup en parlent aujourd'hui, quand on parle de la résidence alternée. Et même si cela, jusqu'à présent, n'est pas encore vraiment une réalité au Bénin. Alors il faut en parler parce que du moment où nous avons des Béninois qui résident sur le territoire et que ces gens-là sont appelés à avoir des problèmes, bon, je ne vais pas utiliser des expressions purement juridiques pour pouvoir rendre quand même la compréhension accessible à tout le monde. Voilà. Alors, je disais qu'on suppose qu'il y a des couples béninois qui vivent sur le territoire français et tout. La juridiction française, si vous voulez, et le droit français, il en sait et fait. Ils connaissent ce que c'est que la résidence alternée. Et donc, il y a un problème qui vient, il y a le couple qui cherche à se séparer et tout. Il saisit le juge français rend une décision, et la décision, c'est de quoi? C'est de pouvoir faire exécuter la décision sur le territoire. Le couple cherche à rentrer au Bénin, et en rentrant au Bénin, c'est de faire valoir cette décision au Bénin. Alors, la question de savoir qu'est-ce que le Béninois va penser. Déjà, c'est une réalité qui n'est pas connue chez nous. C'est une réalité qui n'est pas du tout connue chez nous. Et donc, pour faire exécuter ça, c'est de chercher à savoir comment accueillir cette décision. Alors, pour accueillir cette décision, il revient au juge béninois de pouvoir l'accueillir. Et pour pouvoir l'accueillir, c'est de savoir est-ce que la décision qui a été rendue, est-ce que cela rentre dans l'ordre juridique béninois. Et pour vérifier, c'est de voir est-ce que la raison alternée est d'actualité au Bénin. Ben non, ce n'est pas une notion, si vous voulez, ce n'est pas vraiment consacré dans l'ordre juridique. Mais voilà que la décision a été rendue quelque part et il faut quand même la rendre exécutoire. Heureusement, nous avons quand même des accords. Nous avons des accords et ces accords, ça permet aux juges français de pouvoir accueillir de pareilles décisions. Et au nom de ces accords, il revient au juge de vérifier est-ce que la décision qui a été rendue dans cette décision, est-ce que cette décision respecte certaines mentions. Et c'est au nom de ces mentions-là qu'il revient au juge maintenant de déclarer force exécutoire à une décision qui a été rendue en France. Et ça qui va permettre maintenant aux parties de pouvoir jouir pleinement de ça. Merci M. Adiba pour votre intervention. Je vais laisser M. Charlemagne Dagbedi aussi opiner sur cette question de savoir quelle est l'appréhension selon lui qui a exercé bien sûr en milieu juridique au Bénin avant d'arriver en France et qui continue même d'ailleurs. Quelle est l'appréhension du citoyen lambda quand on lui parle par exemple de la résidence alternée pour les enfants? Merci. D'entrée, je commence par dire merci à tout le monde. Merci à nos mamans qui sont présentes. Merci à nos frères. C'est la fête des femmes que nous commémorons. Et donc, ça fait du plaisir d'être en votre compagnie. Et plus loin, quand on parle du Bénin, c'est toujours bien de se retrouver autour du Bénin. Alors, en ce qui concerne la question de la résidence alternée, comment est-elle perçue au Bénin? D'entrée, je commence par dire la notion de résidence alternée n'existe pas au Bénin. Au Bénin, il n'y a pas une notion de résidence alternée. Cette notion est beaucoup plus connue comme concept juridique dans le droit français, beaucoup plus en France. La notion qui est plutôt connue dans le droit français, la notion qui est plutôt familière dans le langage commun au Bénin, c'est la notion de garde alternée. Et donc, quand on dit au Bénin garde alternée, ça ne recouvre pas pratiquement la même réalité que la notion de résidence alternée.
ce qu'on peut commencer par dire, est-ce qu'il est possible qu'au Bénin, que nous ayons une situation de résidence alternée? C'est bien possible, même si cela est difficile. C'est difficile pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est des raisons sociologiques. C'est des raisons factuelles, ce n'est pas des raisons de droit. Parce que lorsqu'on parle de résidence alternée, ça suppose que les parents vivent dans une même communauté, et puisque les parents vivent dans une même communauté, et il va de soi qu'à un moment donné, l'enfant puisse passer un temps, un temps scolaire chez l'un des parents, avant de se rendre auprès de l'autre parent. Et donc, d'un point de vue sociologique, cette notion, cette réalité de résidence alternée pose une première difficulté. Cette difficulté est la factuelle. La deuxième difficulté, elle est juridique, c'est ce que j'ai commencé par dire à l'entame, c'est-à-dire que au Bénin, dans le code des personnes et de la famille, vous n'allez pas trouver la notion de résidence alternée. Au Bénin, donc ce ne sera pas possible que le juge ou que les parents décident en fait d'une résidence alternée. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire en attendant de reprendre la parole. Merci, Monsieur Davidi. Alors, je vais revenir à Madame Sorbette pour savoir, à la suite des propos de Monsieur Davidi, on comprend parfaitement que la question de la résidence alternée n'est pas factuelle au Bénin. Elle est plus présente en France. Et je vais venir à Madame Sorbette pour savoir quelles sont les conditions requises pour la résidence alternée en France. Alors, merci. Pour vous expliquer comment se passe la résidence alternée en France, je vais commencer mes propos par une illustration. Son père, sa mère sont éloignés au point qu'ils semblent ne s'être jamais rencontrés. Deux maisons qui s'ignorent, deux lits sans vrai repos, deux gâteaux d'anniversaire pour fêter les 12 ans, deux mondes qui n'ont en commun qu'un passé enfoui interdit. Julien est l'enfant du partage. Il va de son père à sa mère, de sa mère à son père. Il sourit, il approuve. Il veille sur l'un, il veille sur l'autre. Il les garde, il mange chaque fois qu'il est nécessaire. Cet extrait, c'est l'extrait de L'enfant sage de Jean-Denis Bredin. C'est une belle illustration, à mon sens, de notre sujet, la résidence alternée. La question de la résidence alternée, elle va très loin. En réalité, la question de la résidence alternée, c'est plus la question de l'exercice en commun de l'autorité parentale dans une famille désunie. Parce que quand on n'est pas dans une famille désunie, on ne parle pas de résidence alternée. Donc, pour répondre à la question de la résidence alternée, à la question qu'on m'a posée, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est une prérogative qui est accordée aux deux parents dans le but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa moralité et sa santé, et d'autre part, permettre aux parents d'assurer l'éducation de l'enfant et de permettre son développement. Donc, au nom de l'autorité parentale, les parents doivent prendre des décisions qui concernent la résidence de l'enfant, l'éducation de l'enfant, la santé de l'enfant et promouvoir à l'entretien de l'enfant. Cette autorité parentale, qui est une fonction parentale, une prérogative qui est accordée aux deux parents, elle est accordée aux parents dès lors qu'ils ont reconnu leur enfant. Maintenant, il y a la question, est-ce qu'il suffit que je reconnaisse mon enfant pour exercer l'autorité parentale à l'égard de mon enfant? En principe, oui, sauf reconnaissance tardive ou décision judiciaire. Je ne vais pas vous noyer dans des technicités, donc je vais vous expliquer juste les généralités. Le législateur, depuis 2002, est venu poser un principe important dans la société française. C'est que quelle que soit la situation familiale des parents, qu'ils soient mariés, séparés, divorcés, ce n'est pas le problème de l'enfant. C'est un couple qui se sépare, les parents demeurent parents. Ce qui veut dire que l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions concernant l'enfant, doit demeurer conjoint. On est couple, on se sépare, on ne s'entend plus, très bien, c'est notre affaire, mais on reste parents jusqu'aux 18 ans de l'enfant
on doit s'accorder, on doit prendre ensemble les décisions qui concernent notre enfant. C'est le principe aujourd'hui qui guide la vie familiale. Et donc, la question de la résidence alternée, c'est une question qui va se poser quand le couple se sépare, dans la famille désunie. Parce que quand les parents vivent ensemble, quand ils sont unis, il n'y a pas de problématique de résidence alternée. L'enfant vit de facto au domicile de son père et de sa mère. Mais voilà que papa et maman se séparent. Où va vivre l'enfant? Et c'est là qu'on arrive à cette question de résidence alternée. Et donc, pourquoi on a mis en place cette résidence alternée? Elle a été mise en place pour éviter la précarisation d'un des parents, pour permettre à l'enfant de pouvoir bénéficier de chacun de ses deux parents, que chacun des parents puisse s'impliquer concrètement dans la vie de son enfant. Donc, comment on va organiser la résidence de notre enfant au moment de la séparation? On a deux possibilités. La résidence alternée ou ce qu'on appelle la résidence habituelle de l'enfant au domicile de l'un des parents. Ce sont deux notions qui sont intéressantes mais qui sont diamétralement opposées et que les gens disent vulgairement « j'ai la garde exclusive de mon enfant ». Aujourd'hui, ça n'existe plus. On n'a pas la garde exclusive de son enfant. Et moi, personnellement, c'est une expression que je désapprouve. Parce que parler de « j'ai la garde exclusive de mon enfant », l'enfant n'est pas une chose. L'enfant est une personne, un être. Donc, on ne parle plus de garde exclusive d'enfant. La résidence alternée, c'est quoi? La résidence alternée, c'est l'enfant qui vit alternativement au domicile de chacun de ses deux parents. Et on m'a posé la question. Madame Survette, sans vous couper, vous voulez dire par là, vous voulez nous faire comprendre qu'ils peuvent avoir des exceptions, c'est ça? Oui. À la règle, des généralités. Par rapport à la généralité, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Alors, précisez-nous donc ces exceptions-là. Je vais préciser. Alors, la résidence alternée, c'est que l'enfant vit alternativement au domicile de chacun de ses parents. Ça peut être selon des modalités qui se définissent à l'amiable entre les parents ou imposées par le juge. La semaine paire, par exemple, au domicile de la mère et la semaine impaire au domicile du père, avec une répartition des vacances scolaires. Les exceptions à la résidence alternée, c'est quand on fixe la résidence, un juge va fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de l'un des parents. Et là, ça consiste en quoi? Ça consiste que l'enfant va vivre habituellement au domicile, par exemple, de son père, et pendant les week-ends, pas pendant tous les week-ends, un week-end sur deux, en général, premier, troisième et cinquième week-end du mois, il ira au domicile de la mère, vendredi soir au dimanche soir ou vendredi soir au lundi matin, retour en classe. C'est ça les exceptions à la résidence alternée. On peut aller plus loin en termes d'exception, c'est quand l'enfant est placé par le juge des enfants au sein d'une institution. Là, l'enfant n'est plus au domicile des parents et donc il n'y a pas de résidence alternée dans ce cas de configuration. Vous m'aviez demandé quelles sont les conditions. Exactement, quelles sont les conditions pour qu'il y ait une résidence alternée. Qui dit résidence alternée dit entente entre les parents. Donc il ne faut pas que ça soit la guerre froide entre les parents. Une famille dans laquelle c'est la guerre froide et qu'on se tire dessus tout le temps, bien évidemment, il n'y aura pas de résidence alternée parce que la résidence alternée implique une entente minimale entre les parents. Que les parents puissent faire le suivi. Que sans surveiller, parce qu'on n'a pas le droit d'ailleurs de surveiller ce qui se passe chez l'autre parent, mais qu'on puisse être en capacité à avoir la maturité suffisante pour mettre ses griefs conjugaux de côté et discuter avec son ex-conjoint pour savoir comment la semaine de l'enfant s'est passée. La seconde condition, c'est la proximité des domiciles. On est sur une résidence alternée.
dès lors qu'il y a moins de 30 km entre les deux domiciles. Au-delà de 30 km, on considère que cela va être préjudiciable à l'enfant parce que c'est l'enfant qui va devoir faire les trajets et ce qui est important, c'est la prise en compte de l'intérêt de l'enfant. La troisième condition, la disponibilité des parents. La disponibilité des parents, un père qui sera à même de s'occuper de son enfant pendant la semaine, une résidence alternée pourra être mise en place, mais si finalement la résidence de l'enfant est chez lui, mais qu'il ne peut pas personnellement s'en occuper pour des contraintes professionnelles, là ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'être en résidence alternée. Merci. Il y a la question très importante, je n'ai pas fini, Ah, d'accord. de l'âge de l'enfant. L'âge de l'enfant, pour les enfants de moins de 3 ans, on ne parle pas de résidence alternée parce qu'ils ont un besoin de maternage. Et c'est pour ces raisons-là que généralement, on a le sentiment aussi que les enfants sont au domicile maternel plutôt qu'avec leur papa. Il y a ce critère-là qui est un critère très important. Merci beaucoup, Madame Surbette, pour ces précisions. Face aux décisions judiciaires, comment est-ce que les parents accueillent la nouvelle concernant les modalités de résidence alternée? Parfois... Et donc, dans ce cas, comment ça va se passer? Le juge, dans un premier temps, va chercher à accueillir la décision avant de l'exécuter. Et pour l'accueillir, il doit vérifier un minimum de choses. Parce que il faut quand même garder à l'esprit que nous sommes dans un autre territoire. Et sur un territoire, l'État est souverain. Et au nom de cette souveraineté, il doit quand même rechercher un équilibre. Et l'équilibre qu'il va rechercher, c'est de ne pas léser les parties dans la jouissance de leurs droits. Parce que celui qui est détenteur d'une décision de justice, il va chercher à faire exécuter cette décision afin de pouvoir jouir pleinement de ses droits. Et donc, quelque part, on retrouve la question de la souveraineté de l'État où la décision va être accueillie et en même temps, la partie qui a la décision, la jouissance de son plein droit. Donc, il y a une question d'équilibre qu'il faut rechercher à ce niveau. Et donc, pour rechercher l'équilibre, il revient au juge de regarder les mentions. Et les mentions qu'il va regarder, il y a un accord bilatéral entre la France et le Bénin en son article 41 qui liste des mentions que le juge doit rechercher. Et c'est en recherchant ces mentions, dès que cela est rempli, en ce moment-là, il revient au greffier de notifier aux parties, voilà, telle décision respecte l'ordre public du Bénin. Cette décision, la juridiction qui a rendu la décision sur la France, il est compétent pour en connaître. Cette décision que j'ai devant moi contient des mentions telles que la personne concernée, son nom est sur l'acte. Et donc, dès que tout est rempli, en ce moment-là, il donne force exécutoire à la décision afin que cette décision soit remplie sur le territoire. C'est vrai, le Code des personnes et de la famille béninoise, ne consacre pas la notion de résidence alternée. Mais il peut bien arriver que le juge ordonne la résidence alternée en prenant en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est à la fois un intérêt moral et un intérêt matériel. Il peut aussi arriver que dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, lorsque les époux sont mariés, qu'ils règlent la question de la résidence alternée dans la convention de divorce qui est soumise au juge. Et donc voilà ce que je peux dire en fait au sujet du cadre légal en ce qui concerne la garde alternée de l'enfant. Je vous remercie, Monsieur Dagbeti. Je ne sais pas si les dieux de la technique sont avec nous. Sinon, on poursuit. Je vais donc laisser la parole au public. Alors, chers amis, en attendant que les dieux de la technique soient avec nous, on avait testé quand même au départ, mais là, on est vraiment off. On va quand même vous laisser la parole parce qu'on ne va pas monopoliser la parole. C'est sûr qu'en venant ici ce soir, vous avez certaines questions, vous avez des interrogations, vous posez certainement des questions. Et je sais que dans la salle, il y a quand même des jeunes qui sont là, qui vont s'engager ou qui se sont déjà engagés dans la vie de couple, dans la vie maritale et qui se demandent de quoi l'avenir sera fait parce que nul ne peut échapper à son destin. Alors, nous laissons la parole au public et si vous avez des questions, nous allons les recueillir. Et les panélistes, nous avons quand même
de bonnes personnalités qui pourront vous apporter des solutions. Bonsoir, je m'appelle Arif, je vous ai rejoint un peu tardivement, mais je vais rebondir sur une question qui me tenait à cœur. C'était concernant le fait d'avoir dit garde exclusif dont vous avez parlé. Comment ça se passe si l'un des parents souffre d'un trouble, qu'il soit malade, qu'il souffre d'un trouble portant atteinte à la sécurité et à la santé de l'enfant? Est-ce que dans ce cadre-là, l'un des parents peut affirmer avoir une garde exclusive? Dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a toujours un élément de résonance en termes de garde partagée? Merci. Alors, avant de répondre à la question, je vais préciser que sur le fait qu'on ne parle plus de garde exclusive dans la mesure où il y a eu des évolutions législatives qui font que si on considère qu'on confie la garde de l'enfant à l'un des parents, qu'on parle de garde, la coparentalité n'est plus effective. C'est pour ça que progressivement, on a abandonné la notion de garde et qu'on parle de la résidence de l'enfant chez l'un de ses parents ou on parle de résidence alternée. Maintenant, pour revenir à votre question, un des parents est indisponible pour des raisons médicales. Le juge, il y a deux situations. Le juge aux affaires familiales va fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de l'autre parent et accorder un droit de visite et d'hébergement aux parents chez qui la résidence de l'enfant n'a pas été fixée. Soit ces modalités de droit de visite et d'hébergement, on peut l'accompagner d'éléments de sécurité parce que l'idée, c'est de maintenir les liens entre l'enfant et ses parents, mais aussi de protéger l'enfant contre toute difficulté du parent. Donc, dans ce cas, on peut considérer que le parent, il aura un droit de visite et d'hébergement ou seulement un droit de visite sur son enfant, mais en présence d'un tiers, par exemple d'une grand-mère, d'un grand-père, ou dans un lieu neutre au sein d'une association pour éviter que le parent ait des comportements qui viendraient porter atteinte à la sécurité de l'enfant. Parce que le leitmotiv quand on prend une décision concernant un enfant, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est ça le fil conducteur pour le magistrat. Il ne doit pas couper les liens entre l'enfant et ses parents, mais il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de l'enfant. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Je ne sais pas si... Non, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Alors... Je ne sais pas si je l'ai dit. En fait, la garde alternée n'existe pas dans la loi. Et la résidence alternée n'existe pas dans la loi béninoise. Mais cependant, on peut retrouver la résidence, je pèse mes mots, on peut retrouver la garde et la résidence alternée au Bénin dans deux cas. Le premier cas, c'est le juge, en recherchant l'intérêt de l'enfant, il peut développer une pratique qu'il va proposer aux deux parents et qui t'a eu d'accepter. Et donc, comme on le dit, combien vaut au tribunal? Justement, c'est ça, j'ai dit, c'est juste une hypothèse. Une hypothèse, on peut retrouver de pareil, en fait, la résidence alternée, mais elle n'existe pas dans la loi béninoise. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est par rapport à l'exéquature d'une décision étrangère, d'une décision française. C'est-à-dire une décision qui a été rendue en France et que les deux parents se sont retrouvés au Bénin. Et si les deux parents se retrouvent au Bénin, il revient à l'un des parents de saisir le juge, le président du tribunal, afin que ce dernier puisse rendre une ordonnance d'exéquature. Et voilà, on peut se retrouver dans ce cas-là, dans un cadre de résidence alternée. Sinon, cela n'existe pas dans la loi béninoise. Merci. Merci, M. Akiba. Je vous prie de donner le micro à M. Dagotti qui va apporter quelques précisions. Après vous, je donnerai volontiers la parole à madame. Merci. Et effectivement, la notion de résidence alternée ou de garde alternée est une notion sociologiquement inacceptable au Bénin, en fait. Si on laisse le droit de côté, si on met le code de côté et que nous référons à nos usages, à nos coutumes, à nos manières de vivre,
on va se rendre compte qu'en fait, la résidence de l'enfant est décidée de manière unilatérale. Unilatérale, parfois c'est le père qui l'impose, même quand l'enfant a encore besoin de la présence maternelle, l'enfant a 2 ans, 1 an, le père va s'approprier l'enfant, disons les choses comme telles, il va l'arracher à la mère, et parfois c'est la mère elle-même qui abandonne l'enfant, qui abandonne les enfants et quitte les lieux. Et donc, c'est une notion qui est quasiment inexistante dans le droit et même dans la pratique, elle n'est pas connue. Néanmoins, il y a quelques rares hypothèses qu'on peut assimiler à la résidence alternée de l'enfant. C'est des hypothèses dans lesquelles vous avez un parent bienveillant et qui est en position de force et qui vient comme un papa débonnaire ou une mère gentille qui dit « Bon, tu vas passer les vacances chez ton papa. » On prend juste un petit sac et puis on met quelques effets dedans et on dépose l'enfant chez l'autre parent. Et à la fin du week-end, si c'est pendant les vacances, on dit c'est 2 jours, 3 jours et on va juste en fait chercher cet enfant et puis ça s'arrête là. Mais si on va évoluer un peu, c'est possible même du point de vue juridiquement, de sorte que pour les personnes comme nous autres qui avons vécu ici ou qui vivons ici, s'il arrive que nous nous retrouvons au Bénin et que nous avons envie de faire prospérer la résidence alternée ou qu'on appelle, on pourrait appeler chez nous la garde alternée, on a des outils. En fait, le premier outil, et ça se résume en 2 choses. Le divorce qui, en fait, ou la séparation qui n'est pas le début de la guerre. Si la séparation n'est pas le début de la guerre, on peut s'entendre pour se présenter devant le juge et soumettre au juge une convention dans laquelle, d'accord partie, les 2 parents décident en fait de l'organisation de la résidence de l'enfant et il appartiendra au juge de rendre une ordonnance pour homologuer l'accord des parents. Et il peut aussi arriver, si un parent a vraiment de bonnes raisons et d'organiser cette résidence alternée, de porter cela à la connaissance du juge, et cette bonne raison, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, et dès lors qu'il arrive à convaincre le juge de ce que il va de l'intérêt de l'enfant, qu'il se retrouve en situation de résidence alternée, j'espère, je dis bien évidemment j'espère qu'on aura des juges ou qu'on a des juges très audacieux et qui pourront, en se fondant sur ce critère reconnu par le code des personnes de la famille, pour décider de la résidence alternée. Mais hormis ces cas, disons les choses comme elles sont, c'est que chez nous, la résidence alternée, elle est étrangère à notre coutume, elle est totalement éloignée de nos usages et de nos habitudes. D'ailleurs, la question de la résidence alternée ou de la résidence de l'enfant après la séparation des parents, c'est le terrain de l'exercice des conflits où chacun veut démontrer en fait sa capacité de nuisance, de pouvoir priver l'autre conjoint, de pouvoir avoir accès à l'enfant. Ça, c'est ça la réalité. Les prises d'otages. Merci. Merci, monsieur Dagodi. Moi, je n'aurais pas besoin de micro. Bonsoir tout le monde. En fait, après l'amour, c'est pas la guerre. Et dans les familles africaines, il y a souvent des prises d'otages quand les parents se séparent. Ce qui est dramatique pour les enfants. On oublie toujours l'intérêt supérieur de l'enfant. Et normalement, dans la législation française, on y pense. Est-ce que dans la législation béninoise, parce qu'avant d'être en France, on est quand même des Béninois, est-ce que, vous, les hommes de droit, vous ne pourriez pas mettre quelque chose en place pour les binationaux ou pour ceux qui sont venus vivre en Europe pour vraiment penser à l'intérêt supérieur de l'enfant? C'est un premier cas. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain et c'est eux qui vont construire la nation de demain. Maintenant, moi je pense aussi à autre chose. Quand on dit résidence alternée, imaginons un parent qui vit en France et l'autre qui vit au Bénin. Et l'un a décidé de garder l'enfant en France et de l'envoyer au Bénin en vacances. Le coût de la vie en France, elle est ce qu'elle est. Vivre en France, ça, il faut un coût. Ça peut paupériser un parent. Ça peut paupériser un parent. Est-ce que l'autre parent de l'autre côté sera prêt à dire oui, mais moi je lui ai pas dit, on connaît les Béninois, moi je lui ai pas dit de vivre en France. Il a voulu vivre en France, donc il assume. Sauf que c'est son enfant. Il peut penser aussi à l'intérêt supérieur de cet enfant et investir autrement.
Parce que le tout ne suffit pas d'acheter un billet d'avion, 1500 € engueulés et de payer les vacances, et c'est bon. Hein. Il y a autre chose qu'on paye en France. Alors, donc la question de ce que j'en déduis, c'est l'impact financier finalement de tout ça. Effectivement, la résidence alternée a un coût. Enfin, que ce soit la résidence alternée ou la résidence habituelle, il y a un coût. Quand l'un des parents, quand l'enfant est en résidence alternée, en principe, il n'y a pas de pension alimentaire parce que chacun assume quotidiennement la charge de l'enfant pendant que l'enfant est chez lui. Et quand on est en résidence alternée, la répartition des vacances, c'est chacun véritablement la charge de l'enfant. Mais quand l'un des parents, la famille habitait à Lyon par exemple, puis madame a décidé, parce qu'elle s'est trouvée en Jules à Cotonou, a décidé d'aller poser ses valises à Cotonou, monsieur est resté en France. Ça c'est le problème de madame. Elle a le droit de partir. Mais ce n'est pas à monsieur de supporter les coûts du transport. Donc, ce qui est pratiqué, c'est qu'on dit que le parent qui part, le parent qui s'est éloigné du domicile familial, ce parent-là, il va assumer les frais de transport de l'enfant. Donc, concrètement, c'est à ce parent-là, c'est à madame de prendre ses dispositions pour que monsieur puisse maintenir des liens avec l'enfant, parce que monsieur finalement dans cette histoire il n'a rien demandé, et mettre les frais de transport à sa charge, c'est le priver de voir ses enfants. Sauf que c'est le cas inverse, c'est monsieur qui a trouvé Juliette au Bénin et qui a laissé la famille. Alors, monsieur a trouvé Juliette, j'ai la réponse. J'ai la réponse à tout. Monsieur a trouvé Juliette au Bénin. Et monsieur est parti au Bénin ou au Burkina. On va laisser le Bénin en paix un peu. On va prendre nos voisins. Monsieur est parti au Bénin, au Burkina. Madame va saisir le juge, va demander une pension alimentaire. Monsieur, évidemment, aura une pension alimentaire à payer. À ce moment-là, il va devoir justifier de son train de vie, de ses revenus. Et la pension alimentaire sera fixée par rapport aux revenus et aux besoins de l'enfant. Oui, ça me fait sourire cette question parce qu'effectivement, ce n'est pas des cas d'école. J'ai un client qui effectivement est parti au Burkina et il se retrouve à payer 300 € de pension alimentaire par enfant. Et il me dit, mais moi, je n'ai pas ces moyens-là. Mais oui, mais c'est aussi, effectivement, matériellement, il n'a pas ces moyens-là. Mais en même temps, quand on prend les besoins, parce que la pension alimentaire, pour la fixer, c'est par rapport aux ressources et aux charges de chacun des parents et par rapport aux besoins des enfants. Et surtout, les besoins de l'enfant, qu'on prend les besoins qu'on avait, enfin, l'habitude qu'on avait donnée aux enfants pendant la scolarité, enfin, pendant la vie commune, pour qu'il n'y ait pas une rupture, pour pas, par exemple, un enfant qui était dans un établissement privé. On va essayer de maintenir le même train de vie. Donc, en maintenant ce même train de vie, on s'aperçoit que ce que madame demande n'est pas disproportionné et donc il appartient à monsieur de faire le nécessaire pour payer ses pensions alimentaires. Mais malheureusement, c'est nous tous qui payons ces pensions alimentaires parce que monsieur n'arrive pas à payer et donc nous tous, c'est la CAF. Voilà. Est-ce qu'on peut revoir cette décision par ce que vous êtes en train de dire là par rapport au monsieur qui est au Burkina? Oui. Vu que aujourd'hui on s'aperçoit que le monsieur il n'arrivera jamais à payer ses pensions. Est-ce que le juge peut revoir cette décision? Alors, le juge peut revoir la décision si monsieur justifie d'éléments nouveaux. Toutes les décisions qui concernent les enfants, on prend la décision aujourd'hui, ça ne veut pas dire que cette décision va suivre l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Dès lors qu'il y a un élément nouveau, dès lors qu'il y a un changement dans la situation, on peut de nouveau saisir le juge pour demander une modification de la décision. Et c'est ce qui est intéressant.
Monsieur, effectivement, peut ressaisir le juge, c'est ce qu'il a fait. Il fait appel de la décision en disant « Mais moi, 300 € par mois, je ne peux pas payer. » Mais entre nous, s'il est vu son train de vie qu'on sait et son train de vie officieux, ces 300 € de pension alimentaire, il devra les payer parce que quand on retourne vivre au pays, c'est qu'on a quand même un cadre de vie qui nous permet d'aller vivre confortablement et surtout qu'on alourdit ses charges. C'est ça aussi qui est pris en considération. On alourdit ses charges en se remariant, en ayant d'autres enfants. Donc le principe aussi, c'est l'égalité entre tous les enfants. Donc tu alourdis tes charges, c'est pas l'aîné qui va trinquer. Mais dans la réalité, c'est tout. Ah oui, dans la réalité, donc ces pensions vont courir derrière lui. Il va toujours tout faire pour m'énerver, c'est revenu. Même nos juristes qui sont là, le jour où vous serez divorcés, je vous le souhaite pas. Vous allez être pire que nous. Merci, Madame Servette. Je vais laisser M. Dagedi apporter des éléments de réponse à la première question. Ouais, mais c'est vrai. Ok. On les connaît. Alors, sur la première question, et la question de savoir qu'est-ce qui peut être fait au Bénin pour que tout puisse se faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors que ce soit sur la première question et la deuxième question sur laquelle je vais déborder un peu, j'aurai une réponse en deux temps. Une première réponse qui est teintée en fait d'idéalisme et une deuxième réponse qui est beaucoup plus réaliste. Et idéalisme, c'est vrai, on va se battre, on va continuer à faire ce que nous faisons là pour que nous tendions vers l'intérêt supérieur de l'enfant. Et quand vous prenez le code des personnes de la famille du Bénin, c'est ancré dedans. C'est déjà consacré d'un point de vue législatif. Et aujourd'hui, par exemple, quand on va dépasser simplement la question de la résidence, tout ce qui concerne l'enfant, tout ce qui concerne la femme, il y a des institutions. Vous avez l'Institution nationale de la femme qui protège la femme. Vous avez, en ce qui concerne les violences sexuelles, vous avez la CRIET, désormais au Bénin, qui a une compétence nouvelle. Une élève, une étudiante qui a des relations avec son enseignant, par exemple au Bénin, est considérée comme étant une relation non consentie, dès lors qu'elle est dans une position d'apprenante. Donc il y a des progrès qui sont faits et il faut continuer à se battre pour y arriver. Alors, l'aspect d'idéalisme, c'est quoi? Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'enfant, la femme, n'ont pas au Bénin les traitements qu'on a aujourd'hui. Ça, il faut être réaliste pour le dire. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et nous sommes témoins de tout au moins de ce que nos mères ont vécu. Ne serait-ce que ça, et moi je dis, il faut être réaliste pour dire qu'il y a un pas qui est fait. Et après, les principes vont exister, les règles vont exister. Le tout, c'est avec qui vous avez en face de vous. Vous avez qui en face de vous? Et quand je le dis, je déborde un peu sur la deuxième question. Le tout dépend de la stratégie contentieuse. Le tout dépend de celui que vous avez en face de vous. Vous avez en face de vous un homme bienveillant ou une femme bienveillante qui sait que la fin de la passion, ce n'est pas la fin de la passion, ce n'est pas la fin de la vie, et qu'il ne faut pas tout arrêter et que tout peut continuer dans l'intérêt des enfants. Sans être gêné, il va continuer à payer la scolarité, il va continuer à faire ce qu'il faisait malgré les désaccords que vous avez. Moi, j'en ai connu. Mais par contre, j'en ai connu aussi, et j'y ai travaillé pour ça d'ailleurs. Il faut organiser la précarité pour réviser la décision rendue. Le monsieur, il est allé au Bénin. Ne lui demandez pas 3 enfants de payer 450 € à la fin de chaque mois. Ce n'est pas possible. Et par rapport à ce qu'il gagne au Bénin, s'il enlève 450 € de ce qu'il gagne, soyons réalistes, il ne peut pas continuer à vivre lui-même. Quel que soit ses délits, quel que soit tout ce qu'il fait comme bêtise, et c'est difficile. Non, mais c'est un choix qu'il a fait. Il assume. C'est ça que je dis. En fait, le droit ne vient pas remplacer nos volontés. Et c'est pour cette raison qu'en faisant nos choix d'hommes, nos choix de femmes, on doit savoir avec qui nous sommes. Ne voulons pas seulement le temps de paix où tout s'accorde, où tout s'harmonise. On doit pouvoir faire des anticipations pour savoir quel est le degré de perversité ou l'extrême en fait que X ou Y peut atteindre. Mais si on se limite au bonheur du moment
Et quand il y a des accords, on ne doit pas être surpris par ce qu'il fait, parce que le droit ne viendra pas changer le cœur ou la personnalité d'une personne. Et pour la petite parenthèse, moi j'ai eu un enseignant au Bénin qui n'est pas d'origine béninoise. Et voilà, il est togolais d'origine, désolé. Désolé. Qui a vécu pendant longtemps en France. Et qui, pendant son séjour en France, a eu 2 enfants avec une femme française. Au Bénin, quand il vient faire cours, c'est l'enseignant le plus, je vais dire, le moins content. Il a toujours la mine foncée. On sent que ce monsieur a un problème. Et étudiant qu'on était à l'époque, on se disait, mais lui, il a quoi? Même quand il donne une épreuve, ah non, son épreuve, c'est des questions bizarres. Le monsieur, il vous donne 0 sans état. Il peut donner 1 à 500 étudiants d'affilée, et c'est sans état d'âme. Et plus tard, il nous est parvenu qu'il y a une décision du juge français, du juge aux affaires familiales français, qui l'a condamné à payer 150 € de pension alimentaire pour les 2 enfants, ça fait 300. La dame a obtenu au Togo une décision d'exéquatur, et sans son accord, c'est qu'à la fin de chaque mois, il y a un prélèvement sur son salaire. Et dès lors que c'est prélevé à la source, parfois même il se retrouve sans presque rien. Et donc ce qui fait que le monsieur, il ne vivait pas bien. C'est vrai qu'avec le temps, les gens se sont organisés, ils se sont entendus pour saisir le juge, et ça a été révisé et tout ça. Pour dire que les règles sont là, les principes sont là, ni les règles ni les principes ne viendront changer en fait les choix que nous faisons. À un moment donné, pour être réaliste, on va devoir assumer les conséquences de nos propres options. Et ça, c'est réaliste. Parlant de conséquences de nos propres options, Oui. il y a des parents Oui, qui ne sont même pas sortis du territoire béninois, oui, qui sont bénino-béninois, oui. et qui s'obstinent à dire que eux, ils ne peuvent pas payer une pension alimentaire parce que ils n'ont pas les moyens. Ils ne veulent pas le payer, pourtant ils ont les moyens. Dans le même temps, ce même monsieur, Oui. il va te mettre d'autres enfants dans des écoles privées et va laisser d'autres à la charge des mères. C'est aberrant. Il faut saisir le juge. Au Bénin, Même quand le juge est saisi, non, quand le juge est saisi, le monsieur te dira non, je n'ai pas. Je sais que toi, tu as les moyens de le faire. oui, c'est ce que j'explique. En fait, le droit ne viendra pas changer le comportement de X ou de Y. Mais ces parents-là, il faut Oui. faire des saisies sur leurs biens parce qu'ils ont des biens. Oui, c'est ça, je dis. Il appartient en fait aux parents. Il appartient aux parents. Il appartient aux parents. Il appartient aux parents. Parce que le droit a prévu la possibilité que lorsque vous avez une décision de pension alimentaire, de pouvoir faire ce qu'on appelle saisie sur salaire. Oui, maintenant la fillette va prendre ses mesures Oui. et mettre ses parents-là en prison. Vous savez, le droit ne viendra jamais. Moi, pour vous raconter une petite histoire même qui s'est déroulée il y a 2 ans avec l'un de nos compatriotes en France. Il est médecin, il est béninois, et il tombe sur une femme qui n'est pas de nationalité africaine. Il a son propre cabinet, et la jeune dame l'a épié pendant plusieurs années et a réuni toutes les preuves de ses envois au Bénin. Maison construite, ce qu'il envoie à ses parents, elle a tout collectionné. Et dès que l'enfant a eu 2 ans, saisit le juge, il n'y avait pas mariage, demande de pension alimentaire, et elle demande 2200 € comme pension alimentaire. Oui, parce que le monsieur a près de 15 000 €. C'est qu'elle sait qu'il y a quelque chose. Elle est très intelligente. Oui. Mais malheureusement pour elle, elle a rencontré des conseillers comme nous sur son chemin. Oui, elle a rencontré des conseillers comme nous sur son chemin. Et moi, je ne suis pas pour l'injustice. Ça, c'est une conviction personnelle. Je n'accepterai jamais qu'un homme brise une femme. Et inversement, je n'accepterai pas que l'on manipule le droit à son profit. Parce qu'elle l'avait déjà fait avec un médecin, donc elle a compris qu'avec les médecins, c'est rentable. Et donc avec un premier médecin, elle avait déjà une pension de 1800 € le mois, et à cela, elle veut ajouter une pension de 2200 €. Et le juge l'a suivi
En droit, le juge doit suivre. Mais en 2 ans, on a demandé à notre compatriote de passer de l'exercice, de passer en société, de mettre tout au nom de la société. Et de se donner un salaire de 1 000 € le mois. Donc tout ce qu'elle voit, tout ce qui va sur le compte, ce n'est pas pour lui. Donc le juge a été obligé de ramener maintenant la pension à 150 €. Ah oui, c'est ça. Et donc, c'est dans les 2 sens. Ce n'est pas seulement les hommes. C'est dans les 2 sens. Et si on focalise en fait l'analyse ou la réflexion dans un seul sens, et on va biaiser en fait les réponses et biaiser le résultat. Et moi, j'en suis arrivé à la conviction que ce qu'il faut que on tombe sur des personnes et qui savent qu'avoir un enfant, c'est une charge, et au-delà de tout ce qu'il peut avoir comme désaccord, l'enfant doit vivre et que l'enfant n'a pas demandé à naître. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie pour votre intervention dans le public. Volontiers, je vous apporte le micro. Merci beaucoup. Alors, je voudrais donner un autre regard à la question. On vient d'aborder l'aspect juridique de la chose, mais d'un point de vue sociologique, est-ce que la question de la résidence alternée ne pose pas un problème pour l'enfant? Lorsqu'on sait que parfois même, quand le couple est uni, puisqu'ils n'ont pas reçu la même éducation, dans la transmission de l'éducation de l'enfant, il y a souvent des couacs. Et maintenant, l'enfant doit aller passer des jours chez la mère, qui par exemple, elle a reçu une autre éducation et elle apprend à l'enfant que pour prier, il faut s'asseoir. Et 2 jours après, l'enfant va chez son père qui lui dit que pour prier, il faut se coucher. Est-ce que ça ne crée pas une instabilité déjà au niveau de l'enfant? Et ça, c'est un exemple que je donne qui n'a rien à voir avec la réalité, avec beaucoup d'autres choses qui pourraient être concrètes. Donc, d'un point de vue sociologique, est-ce que ça ne pose pas un problème à l'enfant? Est-ce que, en tant que Béninois, parce que je sais que le droit français, il est carré. Si c'était voilà, des Français, je n'aurais jamais eu cette réflexion-là. Mais puisque nous, on vient de quelque part où on a des valeurs, je ne dis pas que les autres n'en ont pas. Est-ce qu'on ne peut pas pousser la réflexion loin et voir les choses de cette façon-là, et en tant que juriste, proposer une autre façon de gérer la situation pour qu'après, on n'ait pas des enfants? Parce que c'est ce qui fait que vous allez voir, excusez-moi, beaucoup d'enfants qui subissent ces genres de situations, parce qu'ils subissent en fait. Les enfants ne sont pas demandeurs. Ils subissent, beaucoup d'enfants qui subissent ce genre de situation. Plus tard, il y a parfois certains trucs qui manquent. Donc, est-ce qu'on ne peut pas pousser la réflexion dans ce sens-là? Merci beaucoup et merci pour la qualité des échanges. Déjà, je vais commencer par dire qu'on ne peut pas faire du droit sans la sociologie, parce qu'il faut comprendre que le droit est sécurité des faits sociaux. Déjà. Et je vais juste apporter une petite précision. Au Bénin, le droit n'est pas carré. Quand tu prends en matière civile, le droit n'est pas carré. Parce que le législateur donne vraiment l'opportunité aux juges de pouvoir interpréter, de pouvoir rechercher en réalité l'équilibre entre les protagonistes. Je ne sais pas si vous voyez. Mais par contre, en pénal, oui, c'est vraiment carré. Ce que dit le texte, le juge n'est pas appelé vraiment à interpréter. Il dit ce qui est fait. Il fait ce qui est dit. Et donc, quand vous dites oui, est-ce que ça ne peut pas poser de problème? Moi, je dirais que la question de la résidence alternée, moi je réfléchissais, mais je suis arrivé à quelque chose. Je me suis dit, vraiment, cette question de résidence alternée, c'est une question vraiment de moyens. Parce que quand on prend les pays développés, avant que le juge ne prononce vraiment une résidence alternée, il y a un travail qui est fait par l'assistance sociale pour chercher vraiment à étudier le quotidien des 2 parents. Pour voir vraiment en temps, si je prononçais une résidence alternée, est-ce que ça va le faire? Parce que comme on l'a dit, ce n'est pas seulement la question de la proximité géographique qui est recherchée, mais surtout aussi l'intérêt de l'enfant. Et donc, prenez un pays comme la France, où vraiment il y a vraiment les moyens qu'il faut et tout, c'est sûr qu'il y a un travail que l'assistance sociale fera pour voir franchement, est-ce que les 2 parents, ça peut le faire ou pas. Donc, le Bénin, est-ce que vraiment ça va le faire? Je ne pense pas. Je ne pense pas vraiment s'il y a ce mécanisme de suivi, de contrôle, d'enquête, avant de prononcer de pareil. Si oui, bon c'est vrai, de façon théorique, ça existe dans les tests,
Mais dans la pratique, je ne pense pas. Et si même c'est fait, est-ce que ce n'est pas biaisé? Donc voilà. Je ne sais pas si des collègues ont quelque chose à compléter. Je laisse M. Dabedi qui veut bien rebondir. Et je ne dirais pas qu'au Bénin, ça n'existe pas. Il y a l'enquête sociale. Et conduite par les assistants sociaux. Déjà, brigade de mineurs, le juge peut commettre en fait une enquête sociale suivant le contexte en fait de la désunion des parents. Donc il y a une enquête sociale. Mais en gros, moi si je vais vous répondre, pour être honnête avec vous, si vous ne voulez pas que l'enfant soit influencé par les divergences des parents, tout et tout, ne divorcez pas. Non, en fait, c'est-à-dire, pour dire, disons les choses par leur nom, ça ne doit pas se mentir, pour jouer au juriste, rappeler les principes. Si vous n'en voulez pas, ne divorcez pas. Parce que... Mais si vous voulez que je sois payé, divorcez. Non, en fait, l'enfant peut dire là où il est à l'aise. D'accord. Mais si tant qu'il n'est pas rapporté ou bien dans les propos de l'enfant, il n'est pas démontré que l'autre parent auprès de qui il n'est pas à l'aise, il n'y a pas de fait qui justifie qu'on empêche en fait la résidence, on ne peut pas décider de ce que le parent n'a pas droit et à entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Si par exemple l'enfant dit quand je vais là-bas je subis des sévices corporels, là c'est un élément objectif. Et quand je vais là-bas, il y a une maîtresse qui vient et quand elle vient là, papa ne m'écoute plus, et elle me frappe, voilà, et que c'est rapporté. Là, le juge va prendre cela en compte et va réviser comment l'appelle-t-on, la résidence de l'enfant. Mais hors de tout ça, si nous ne voulons pas qu'il ait l'influence, que l'enfant ne soit pas victime d'une divergence d'éducation, de personnalité, on veut que l'enfant ait une vie harmonieuse et paisible comme l'enfant l'aurait eu si les deux parents étaient ensemble. Il ne faut pas divorcer. Si jamais vous divorcez, même si vous vous entendez très bien, et chacun a le droit de refaire sa vie, monsieur a le droit de se remarier, madame a le droit de se remarier, de constituer une nouvelle famille, et l'enfant va évoluer au sein de cette famille. Et une petite parenthèse, moi j'ai toujours dit à mes amis au Bénin, et il faut encore supporter. À mes amis hommes, bien évidemment, il faut encore supporter. Si ce n'est que ces caprices que tu me racontes là, supporte mon cher. Parce que j'ai vu des enfants, des amis avec qui moi j'ai évolué, qui ont raté leur vie juste parce qu'ils se sont retrouvés dans une famille recomposée. J'en ai vu qu'il y a eu le bac et après le bac, la nouvelle maman dit non, toi on a trop dépensé sur toi. Tu vas rester à Glo pour venir à l'université à Calavi. On va le déposer chez un oncle ou chez une tante à Calavi et à Glo. Et il doit faire autostop pour venir à l'université à Calavi. Lui n'a jamais fini l'université. Et si je dois aller plus loin, ce monsieur aujourd'hui, il est devenu agent de sécurité. Alors que quand on était au collège, il a été toujours notre premier. Il a été toujours notre premier. Et donc si on ne veut pas tout ça, s'il n'y a pas causé blessure volontaire, il n'y a pas tentative de suicide, d'assassinat, si ce n'est que les caprices ordinaires, je dis, mon frère, il faut supporter si tu aimes tes enfants. C'est quoi les caprices ordinaires? Supporter quoi? De personnes qui s'entendent plus. Ça ne rend pas devant l'enfant. Non, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. En fait, je parle de caprice. Je dis il y a des limites. Je dis il n'y a pas de tentative d'assassinat. Il n'y a pas d'humiliation devant les enfants. Moi, je connais des parents. Quand il doit y avoir des désaccords. Non, un instant. Je connais des parents. C'est en fait, je disais tout au début en disant qu'il faut en fait savoir avec qui l'on est. Moi, je connais des parents qui se battent, mais qui ne se battent jamais devant leurs enfants. Qu'ils prennent la voiture. Et qui meurent malheureux. Qui peut savoir supporter. Oui, je comprends. Et c'est ça que je dis, en fait, je suis parti d'un postulat. Si tu dis que tu veux avoir un enfant qui n'a pas deux éducations, qui n'est pas influencé par l'éducation du père ou qui n'est pas influencé par l'éducation de la mère, c'est qu'il faut être réaliste, il ne faut pas divorcer. C'est ça que je dis. Mais si on veut rester dans l'idéalisme, il faut accepter le divorce. Donc ils prennent la voiture, ils vont se battre et ils ont des désaccords. Quand ils ont des désaccords profonds, mais les deux, ils peuvent décider au week-end de se retrouver très loin de la famille. Et oui, ils s'engueulent fortement. Ils n'en viennent pas la main. Non, quand je dis se battre, ils n'en viennent pas la main. Mais les deux s'engueulent fortement. Ils se disent tout ce qu'on peut se dire de façon méchante. Et ça reste là. Et ils rentrent à la maison
C'est comme si de rien n'était. Aujourd'hui, ils ont des enfants qui ont 22 ans, 25 ans, qui ne savent pas s'il y a eu jamais eu de désaccord entre papa et maman. Juste parce que les deux ont dit dès le départ, dans l'intérêt des enfants, il y a des choses qui ne vont pas se faire. Voilà les choses pour lesquelles on peut se séparer. Tu me portes un coup, on va se séparer. Mais les histoires d'infidélité, bon voilà, ils ont trouvé leur accord, leur terrain d'entente. Parce que les deux disent, pour les enfants là, on ne va pas se séparer, c'est leur choix. Et c'est pour ça que je dis, en répondant à mon ami tout à l'heure, je dis, si ce qu'il dit là, il veut que l'enfant n'ait pas l'influence de l'autre parent, vous vous séparez, qu'est-ce que tu peux contrôler en tant que mère? L'enfant est avec l'autre papa en tant que mère, qu'est-ce que tu peux contrôler? Ce que l'enfant mange, tu ne sais pas. Si l'enfant est allé à l'école ou pas, tu ne sais pas. Si l'enfant est malade, tu ne sais pas. Et peut-être toi, tu vas dans une église évangélique. Et si l'enfant désormais a commencé par fréquenter un temple de thon ou de vaudou, tu ne sais pas. Et quel moyen tu as pour empêcher? Tu n'as aucun moyen. Et inversement, pour le papa aussi. Et donc finalement, si vous voulez, sociologiquement, comme vous le dites, parce qu'aujourd'hui on ne veut pas dire qu'on est chez nous au Bénin et que d'un point de vue de la sociologie, il faut empêcher la femme d'avoir la résidence de l'enfant, ça c'est inacceptable. Même si on reste dans votre logique et que vous souhaitez vraiment qu'on améliore les choses, trouvons des moyens de communication en temps de crise, évitons les comportements qui vont conduire à l'extrême et pour ne pas aller en fait au divorce.